We gaan stilletjes aan beginnen, hè. Donc on va tout doucement commencer. Bienvenue à tout le monde. Je vais vous donner une très brève introduction. On attend tout juste que les dernières personnes arrivent et s'installent. We gaan heel kort een inleiding krijgen door Donc il y aura une brève introduction par l'échevin Axel Ronse, donc l'échevin à la culture de Courtrai. Ensuite il y aura aussi un petit mot de Christophe Jonker, le directeur de Bouddha. Vos casques, tout devrait aller bien. Donc la soirée va se faire dans les deux langues. Dus je kan simultaan vertaling krijgen als je die headset nog niet hebt. Die is Donc daar. si vous avez besoin de traduction, vous pouvez aller chercher un casque à l'entrée. Et donc après ces deux introductions, on organise une table ronde. Onze expertise particulière dans la collaboration culturelle transfrontalière et interrégionale, modérée par Dirk de Wet, qui vient nous sauver la journée, comme notre modérateur a dû annuler à cause de Covid. Voilà, donc un grand merci Dirk de Kunstenpunt. Ça nous aide fortement pour après accueillir Monsieur le ministre-président et le vice-président chargé de la culture de la région de France pour avoir leur vision sur la coopération et l'accord de coopération culturelle entre les régions. Je vous souhaite tous le bienvenu. Première table ronde jusqu'à 19h moins 10 et on termine à 19h15 avec un cocktail dans le foyer. Bonne soirée. Bonsoir à tous, bienvenue. Monsieur de Koster, vice-président, responsable pour la culture, les affaires internationales en Haute-France. Welkom, minister-president Jan Bon, ook bevoegd voor cultuur. Bienvenue à Monsieur Jan Bon. Il est aussi responsable de la culture en Flandre. C'est une de ses responsabilités primordiales. Et donc merci de votre présence. Je suis donc échevin de la culture et très ambitieux et fier d'être présent puisque nous sommes candidats pour être ville culturelle en 2030 et la Belgique peut livrer donc cette ville culturelle européenne en 2030. Il n'y a aucune ville en Flandre qui investit plus dans la culture par habitant et c'est grâce à vous tous, grâce à cette collaboration transfrontalière entre différentes maisons culturelles. Et donc, Lille était ville culturelle en 2004 et nos maisons culturelles ont de façon très unique pouvoir expérimenter grâce à ce titre de ville culturelle et la collaboration avec la région Hauts-de-France. Nous sommes un des meilleurs exemples ici à Courtrai de cette collaboration puisque des habitants de Courtrai ont rejoint des personnes de Lille pour aller visiter des spectacles et c'est vraiment unique du point de vue de la collaboration transfrontalière culturelle et donc nous sommes vraiment très heureux de pouvoir participer dans ces projets. Nous remercions aussi le ministre-président de sa venue puisque nos ambitions peuvent seulement être réalisées grâce à son plan Vlaamse Veerkracht, donc un plan qui mise entièrement sur la culture et notre schouwburg ici à Courtrai. Et il soutient aussi nos plans sur un endroit d'exposition pour pouvoir jouer la Champions League en ce qui concerne la culture. Donc nous sommes vraiment soutenus par le gouvernement flamand et nous investissons tellement dans le secteur culturel puisqu'il y a vraiment un manque de personnel en ce moment-ci et la créativité, l'innovation sont primordiales dans notre secteur. Notre région est vraiment connue pour sa culture tant au niveau professionnel qu'amateur et cette composante internationale est vraiment attrayante pour notre ville. Donc nous voulons continuer à investir dans la culture mais j'entends la petite mélodie qui indique que j'ai
droit à mes 3 minutes pour mon discours. J'espère que vous retiendrez certainement que nous serons avec la ville de Courtrai, la ville de la culture en 2030. Et donc, nous espérons que ce projet de l'internationalisation pourra nous aider. Merci beaucoup. Monsieur le ministre président Jambon, les Schweinrons, les spécialistes et les collaborateurs des cabinets de l'administration Partners de Next et les amateurs des spectacles vivants, bienvenue à tous. Donc, en très bref, Bouddha est un centre de création et de présentation et c'est un des plus grands centres pour les spectacles vivants en Flandre. Ici, nous nous trouvons sur la petite île Bouddha, un urban village où tous les ans, 70 artistes de l'intérieur et de l'extérieur peuvent se livrer à des spectacles. Et entre autres, dans cette salle-ci, on présente nos spectacles pour un public flamand, logiquement, mais aussi de la France, par exemple, pendant ce festival Next. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous pour cette 14e édition du festival Next, qui est soutenu par Rosé Vent, Espace Pasolini et le Phénix. Et ensemble, nous choisissons une sélection de spectacles vivants modernes qui ont été créés par des jeunes artistes de la Flandre, de la France, pays aussi. Nous nous associons aussi à d'autres maisons culturelles, 15 en Wallonie, Flandre et France, entre autres des villes de Tielt, Roubaix, Waregem, Armentières, Ypres, Lessines, Ménin, etc. Puisque Next est depuis 2008, un festival qui croît grâce au dialogue et de l'expérience transfrontalière et ensemble nous voulons joindre nos expertises, nos moyens et nos forces puisque ensemble on peut avancer rapidement mais on peut avancer rapidement mais ensemble on va plus loin, non. Et Next a pu se développer comme un vrai festival pour les spectacles vivants. Et c'est grâce à nos collaborations avec les partenaires flamands et français. Et les années à venir, nous allons toujours prendre cette même voie, c'est-à-dire de renforcer notre réseau de festivals. Nous invitons des experts en dehors de l'Europe pour montrer leurs œuvres lors du festival Next. Et nous voulons aussi entamer avec les Circulations, c'est-à-dire une recherche sur l'avenir et la vivabilité de cette région avec des artistes, des scientifiques, des étudiants, des entrepreneurs, etc. Comme beaucoup d'entre vous, nous recherchons constamment des nouveaux partenaires en Belgique, mais à l'extérieur aussi. Et c'est pourquoi ce soir, nous allons miser sur la collaboration entre la Flandre et la région Hauts-de-France, une collaboration que nous soutenons pleinement. It's a match. Donc cela fonctionne. Nous allons entamer et les personnes ici sur le podium vont vous donner plus d'explications à ce sujet. Bonne écoute. Bienvenue. Bienvenue au public, ministre président, les échevins, et bienvenue aux orateurs ici pour cette table ronde sur la coopération culturelle transfrontalière entre la Flandre et la France. Et c'est quelque chose qui est très important pour nous en Flandre, cette collaboration avec la France, mais aussi avec les Pays-Bas. Bienvenue, chers membres du panel. Comme Benoît vous a indiqué, donc c'est vraiment dernière minute que je prends ce rôle en charge. Et désolé si je fais des erreurs en français, je ferai le mieux. Et donc, veuillez me pardonner s'il y a des petites fautes. Donc, ce soir, nous abordons le rôle et l'avenir de la coopération culturelle entre Flandre et Hauts-de-France d'un point de vue opérationnel. Donc, il y a le Next,
mais aussi Sumi Smart and Connected Buildings, à partir de quelques exemples inspirateurs de coopération comme Pyrénar et le Festival La Bâtie, Genève. Donc Pyrénar, c'est France, Espagne. La Bâtie, c'est Suisse, France. Et comment le gouvernement fait de cette coopération une réalité. Nous avons invité aussi l'Institut français, qui facilite la coopération depuis la France, mais dans le deuxième partie de ce débat, nous donnons la parole aux initiateurs du plateforme de coopération Flandre-Hauts-de-France, c'est le ministre-président Jan Jambon et le vice-président culture, M. François de Coster. Donc ça, c'est le déroulement de cette table ronde. Juste une dernière chose, aujourd'hui nous nous concentrons sur les arts de la scène, mais la coopération existe également dans d'autres secteurs comme le réseau 50 degrés Nord, pour ne citer qu'un autre exemple. Voilà, je vais brièvement présenter les membres du panel, et après poser quelques questions. Donc je parle en français parce que la plupart des intervenants sont français, francophones, c'est plus facile. Mais de temps en temps, on va changer de langue et j'imagine que vous avez des casques pour comprendre les deux langues. Donc d'abord, il y a Sophie Pussian, administratrice de Parvis, c'est le Centre national de Tarbes en Pyrénées, qui représente Pyrénart, donc un projet transfrontalier Espagne et la région Aquitaine en France. Donc Pyrénart rassemble 9 partenaires, donc 5 structures culturelles françaises, 4 structures culturelles en Espagne, avec l'objectif d'accompagner les équipes de spectacles vivants à l'international par la mise en réseau, la formation, coproduction, diffusion et le développement de la visibilité. Puis nous avons invité aussi Claude Ratzé, qui est au milieu, directeur du Festival La Bâtie à Genève, qui est un festival pluridisciplinaire, donc c'est-à-dire musique, danse, théâtre, performance, transfrontalier, ça veut dire entre Suisse et France. Et apparemment, donc, vous avez un festival qui se déroule pendant 16 jours dans une vingtaine de lieux, c'est-à-dire théâtre, salle de concert, musée, dans l'agglomération genevoise, France voisine et le canton de Vaud. Oui. Et puis, nous avons invité aussi Marian Arbre, donc, qui représente l'Institut français. Marian est chargée de projet spectacle vivant et théâtre au développement dans le département de développement et de coopération artistique. Et l'Institut français, on le connaît, c'est assure la promotion à l'étranger de la culture française, mais aussi favorise les échanges artistiques et le dialogue des cultures. Voilà. Stef van de Meulenbroeke zit daar met... Donc Stéphane de Meulenbroeke avec les lunettes, il est PDG de Sumi Smart and Connected Buildings. Ancien directeur de l'agence de l'Eurométropole Lille-Kortrijk-Tournai et ex-président du Centre d'art Bouddha. Et puis nous avons invité aussi 2 personnes du Next Festival. Je ne pense pas qu'il faut présenter le Next Festival, mais il y a Mathilde de Villeneuve, qui est directrice artistique de Buddha Art Center. Et je suis un petit peu perdu, voilà, excuse-moi. Romanique Dorier, directeur de Phoenix Scène Nationale Valenciennes en France. Correct? Je ne fais pas de bêtises, pas de fautes. Ok, d'accord. On va travailler par quelques thèmes ou quelques sujets. Je vais demander d'abord à Pyrénart et La Bâtie comment les réseaux transfrontaliers favorisent le développement à la culture. Donc, c'est-à-dire vraiment le développement
des talents d'artistes, les lieux de production et de diffusion. Donc comment ça peut contribuer au écosystème des arts. Je vous remercie. Tout d'abord, je vous remercie de votre invitation et je dois dire que je suis très admirative depuis tout à l'heure où je suis arrivée de ce que je vois, de la fluidité des échanges, de la programmation du festival. Donc je vais témoigner de ce que nous avons fait de part et d'autre des Pyrénées. Donc il faut imaginer le paysage. Nous sommes à Tarbes, au pied des Pyrénées, et face à nous, nous avons une barrière montagneuse qui s'adoucit un petit peu du côté Atlantique et Méditerranée, mais qui, au plus haut, est à 3500 mètres. Nous sommes donc 9 partenaires. Si je prends comme exemple Saragosse, qui peut être la ville la plus proche, qui est à 200 km à vol d'oiseau, nous mettons entre 4 et 5 heures, et en passant des cols qui parfois sont enneigés. Donc, ça, c'est déjà le paysage. C'est vrai que est-ce que ça développe la culture? Est-ce que ça développe l'aide aux artistes? Bien sûr. Je dirais que la coopération, en fait, on suit le mouvement de l'art. L'art, c'est l'hybridation, c'est l'échange, c'est le regard. Et la coopération, c'est cela, en fait. C'est aller comprendre comment le festival Temporada Alta, par exemple, travaille, donc festival qui est situé en Catalogne. C'est comprendre les mécanismes de production au Pays Basque, par exemple. Donc c'est un échange. Donc déjà, entre acteurs culturels, cela nous permet de progresser. Et je dois reconnaître que ça amène une certaine vitalité à notre regard et à nos équipes également. Et puis, si on se place du point de vue des publics, nous avons pu programmer au Parvis des artistes que nous n'avions jamais fait venir et dont nous ne connaissions même pas l'existence. Et en cela, alors c'est notre métier, bien entendu, mais la coopération que nous avons eue avec l'Espagne nous a permis d'accueillir des compagnies telles que Agrupación Senior Serrano, Carla Rovira, qui est une jeune artiste du Pays Basque, ou bien Oligor et Microscopia, qui est une compagnie également catalane. Voilà, donc cela développe en effet la culture. Mais au-delà de la culture, je dirais que ce qui nous pousse réellement à coopérer, c'est également la question de l'humanité, l'humanisme. C'est-à-dire que je réfléchissais, lorsque l'on pense les Pyrénées, on pense guerre d'Espagne, on pense bataille de Roncevaux, voilà, on pense Hannibal. En général, les mouvements de population ont été souvent liés à des guerres, ou en tout cas à des événements un peu rudes. Et donc, la coopération en temps de paix, eh bien, ça demande un effort. Et je crois que dans des temps tels que nous les vivons, assez troublés, ce qui nous porte, nous, en tant qu'opérateurs culturels, c'est cela également. C'est-à-dire d'aller contre la facilité qui viserait à rester dans sa structure et à faire son travail dans son coin. Voilà. Si j'ai bien compris, donc il y a une certaine avantage d'échelle. Le fait que plusieurs petites villes ou petites communes peuvent travailler ensemble, mais aussi une question, c'est la promotion, aide à la visibilité, la promotion internationale. Il faut peut-être dépasser aussi les différentes régions et les différentes langues. Donc, est-ce que c'est un problème ou c'est facile? Ce n'est pas évident. Et c'est quand je parle d'efforts, mais d'efforts salvateurs, d'efforts essentiels. Ce n'est pas évident, mais on y arrive. Et donc, je retrace, parce que peut-être j'aurais dû dire, donc Pyrénées, c'est 9 partenaires, la ville de Bilbao, la ville de Saragosse, le festival Temporada à Gérone, le théâtre universitaire de Pampelune, et côté français, Circa, qui est un pôle cirque, 2 scènes nationales, Foix et Tarbes, et 2 agences de diffusion, l'OARA, Nouvelle-Aquitaine, et Occitanie en scène, qui est notre chef de file et qui a conçu le projet, qui est basé à Montpellier.
Donc, bien entendu, cette coopération a 9 partenaires. Il y a des langues différentes, il y a des manières de travailler différentes. Et nous arrivons au bout de ce premier projet. Nous avons réalisé vraiment des beaux projets ensemble, mais surtout maintenant, on se connaît. Et on sait comment nous travaillons. Et on est prêt maintenant à enclencher un deuxième projet transfrontalier. Et ça, je pense que du coup, c'est ça la réussite de notre projet. C'est que suite à 4-5 ans passés ensemble, on a envie de poursuivre. Et je dois dire que collectivement, on a fait un petit bilan il n'y a pas longtemps à Bilbao. Et on est très heureux de cela. Voilà. Et très certainement qu'on capitalisera sur ce qu'on a bien fait et on améliorera ce que nous n'avons pas bien fait. Parce qu'un premier projet de coopération tel qu'on l'a mené, c'était, pour moi en tout cas, c'était une sorte de brouillon. Vous voyez, on a tâtonné, on a essayé de se connaître. Et maintenant, on va enclencher un deuxième projet qui, à mon avis, sera une réussite. Okay, en merci, tout cas. c'est très clair, merci beaucoup. Alors, des expériences de la Suisse, enfin, la coopération entre Suisse et France, vous existez déjà plus longtemps. Claude, est-ce que vous pouvez témoigner comment cette coopération contribue aux artistes et aux lieux culturels? Donc la coopération transfrontalière à Genève et dans je dirais la France voisine est très ancienne, mais elle était très limitée à l'utilisation finalement de grandes infrastructures qui n'existaient pas à Genève. Mais il faut peut-être que je pose le paysage un tout petit peu, faire ce petit exercice comme on l'a fait sur les Pyrénées, de dire que Genève, c'est comme vous le savez, une ville du bord du lac Léman, qui est très frontalière de la France et qui a comme voisine la ville d'Annemasse et l'agglomération du Pays de Gex. Et la ville de Genève et les communes genevoises sont très bien dotées économiquement, mais aussi d'infrastructures, jusqu'à très récemment, qui n'était faite que par une politique culturelle liée à des acteurs culturels plutôt promoteurs, plutôt politiques, donc des lieux plutôt intimistes, plutôt que des grandes infrastructures, et qu'il n'y avait pas beaucoup, en tout cas sur la ville de Genève, et à Genève de grands plateaux. Donc il y a eu pendant, je pense, une quinzaine d'années un usage opportun des dispositifs culturels de l'autre côté de la frontière, avec une politique de promotion qui n'était que de transborder le public de Genève dans ces grandes infrastructures et pour y programmer des spectacles que Genève ne pouvait pas recevoir. Moi, je suis arrivé au Festival de la Bâtie il y a maintenant peut-être 4 ans et j'ai eu envie de travailler sur plus de territorialité, mais une territorialité transfrontalière, mais je pourrais dire de proximité, puisqu'il s'agit de travailler les communes et les cantons qui se trouvent en proximité de Genève, d'Annemasse et du Pays de Gex, et d'une notion territoriale qui s'appelle le Grand Genève, donc qui est une notion, une nouvelle géographie, je dirais territoriale, qui a des missions très importantes, évidemment, sur les rapports de la sécurité, de la mobilité, et de beaucoup de questions de circulation des travailleurs, mais qui n'a pas de motivation, pas de grande motivation culturelle, ce qui fait que ça demande tout un travail très singulier et assez curieux finalement pour une grande manifestation de retourner à une forme de rapport culturel à la ruralité, puisque finalement beaucoup de communes, on est vite à Genève dans la capitale, on le voit ici dans des agglomérations plus petites que l'agglomération de Lille par exemple, parce que c'est plus diffus que ça, mais tout d'un coup on travaille avec des communes qui sont tout à fait rurales et avec où il faut inventer une action culturelle. Et par exemple, c'est intéressant, à Genève, dans les communes genevoises, il y a les communes suburbaines ont toutes leurs outils culturels, et en France voisine, ça ressemble un petit peu à la politique décentralisée française. Il y a des grandes institutions dans les agglomérations de communes, tout est centré sur la promotion de la grande infrastructure, et dès que vous voulez sortir de la grande infrastructure, vous arrivez dans on dit le désert médical, mais on peut aussi dire on arrive dans un désert culturel, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire dans un travail de proximité, et c'est quelque chose qu'on pense qu'on n'a pas besoin de faire, et en fait
on doit balbutier et trouver la juste production, le juste projet, détourner un petit peu les habitudes, je dirais, corporatistes des lieux. Et donc ça se travaille autrement que ce travail, que le travail formidable qui se fait ici avec Next, avec quelque chose aussi qui est compliqué pour nous, parce qu'on est, comme vous le savez, on n'est pas dans l'Europe, hein, que nos rapports avec l'Europe, elles ne sont pas du tout simples, que la Confédération helvétique a décidé que l'action culturelle n'était pas une action de promotion de sa politique nationale envers l'Europe, donc on n'est vraiment pas du tout aidé. Et je me souviens, je regarde Romaric ici, il y a quelques années, Romaric travaillait dans notre région et a développé un projet recevable pour avoir un label européen, et il a fallu fallait trouver un leurre, hein, et Romaric, je le salue ici et le remercie, parce il a trouvé un leurre, c'est-à-dire de transformer la Confédération, la ville de Genève et le canton de Genève finalement comme la Confédération. Elle a pris la place, et ça nous a permis d'adhérer à des projets européens, ce qui est toujours une méthodologie qu'on utilise aujourd'hui, avec un défaut, c'est qu'évidemment l'économie elle est très modeste. Donc les projets transfrontaliers soutenus par l'Europe aident beaucoup les partenaires en France voisine, mais effectivement les acteurs culturels suisses sont plus modestement engagés. Il y a plusieurs niveaux dans votre travail. C'est très intéressant. Peut-être le Next Festival peut donner quelques exemples, parce que je pense que het is wat Christophe ook al gezegd heeft. Die samenwerking heeft eigenlijk wel de meerwaarde, is meer dan de som van de verschillende delen. Donc peut-être Romaric ou Mathilde, vous pouvez peut-être donner quelques exemples concrets, ce que Christophe déjà annoncé comme grand principe. Oui, je peux réagir par rapport à ce qui a été dit, parce que je vois déjà plein de points communs, même si nos géographies sont différentes, nos appartenances à l'Europe sont différentes, et donc les natures des frontières sont peut-être différentes. Je crois qu'il y a un point commun très fort qui est en fait la relation qu'on essaye de nouer entre le local, ou ce que tu appelais la frontière de proximité, et l'international, puisque le Next Festival a vraiment une dimension internationale à différents niveaux, de par le fait qu'on invite beaucoup d'artistes de pays étrangers. On avait les Japonais Kurotanino en ouverture de festival, Mapa Teatro qui viennent de Colombie. Donc je pense que la force de frappe et l'ampleur que permettent les coopérations nous permettent de, en effet, faire venir des artistes et de faire découvrir au public des artistes qu'on n'aurait pas l'occasion sinon, ou pas les moyens tout simplement de faire venir et de faire découvrir. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est qu'en même temps qu'on fait ça, eh ben, on travaille avec les publics et on met un grand accent là-dessus au Next Festival, de faire circuler les publics entre les lieux. Donc on a nos 5 lieux noyaux, mais on travaille aussi à développer en partenariat avec 15 autres lieux de Flandre, un de Wallonie à Lessines cette année et d'Hauts-de-France, de France. Donc il y a des lieux qui ont des échelles aussi très différentes. Des publics différents, comme tu disais, c'est des localités aux natures aussi différentes. Donc il y a un tissage entre ces différentes institutions qui s'opèrent, les artistes internationaux qu'on essaye de faire venir et de faire découvrir au public, et les publics eux-mêmes qu'on essaye de faire circuler par un grand nombre de navettes, de bus qu'on met en place et qu'on fait circuler entre les lieux. Voilà, peut-être une chose aussi à laquelle je pensais au niveau international, c'est que pour réagir aussi à ce qui a été dit tout à l'heure, cet après-midi, un des artistes qui présentait disait les artistes ne se posent pas la question de la frontière. Et j'entends ce qu'il voulait dire, c'est-à-dire qu'ils ne se posent pas la question de la frontière de la même manière. Mais je pense que pour un grand nombre d'artistes, la question de la frontière est quelque chose de très concret, qu'on vienne d'Israël ou de Palestine, par exemple, parce qu'on a travaillé avec une artiste qui s'appelle Bint Mbareh, dans le cadre d'une autre collaboration que Next Festival
nous, avec Mofradat, qui est une organisation de soutien des artistes du monde arabe, qui vivent dans les pays arabes ou de la diaspora du monde arabe. On a mis en place un open call et on a découvert Bin Barret, qu'on n'aurait non plus pas découvert si on n'avait pas mis en place cette coopération avec Mofradat, dont Next s'étend et devient plus international, va essayer d'aller aussi à la découverte d'autres artistes en nouant des alliances avec des organisations qui déjà travaillent sur le terrain et ont leurs propres compétences. Donc ce type d'alliance-là est très importante et voilà, juste pour dire que la frontière, elle était aussi très concrète pour Bint, qui vient de Palestine, qui vit à Londres, qui est employé journaliste pour aussi avoir un visa à Londres, qui travaille en artiste part-time parce qu'elle n'a pas d'autres moyens, et que Next, je pense, a vraiment offert et donné les moyens de venir en résidence à Bouddha, d'avoir une coproduction, de présenter une œuvre en public, qui est assez, je pense, une occasion rare pour elle. Voilà. Peut-être, Romaric, vous pouvez encore témoigner comment le Next contribue au développement des œuvres artistiques, par exemple. Et peut-être aussi pour le public, je ne sais pas si vous pouvez donner quelques exemples. Oui, je pense que Next, et on le voit à travers les expériences de la Bâtie ou de Pyrénat, je pense que ça incarne aussi une nouvelle manière de travailler sur la coopération qui est liée à la confiance que nous ont fait les partenaires publics qui nous aident sur un projet d'opérateur. C'est vraiment une coopération qui est menée par les structures, qui est incarnée très pratiquement ici pour Next. On a mis en place un cadre de travail. On se voit pour les réunions de programmation tous les mois, sur les réunions de direction tous les mois, sur les réunions de relations publiques et d'administrateurs très régulièrement dans l'année. Donc c'est vraiment une coopération en fait entre les équipes des différents lieux partenaires, avec aussi un effet d'entraînement avec les lieux associés, puisqu'il y a 5 partenaires principaux, mais aussi plus d'une vingtaine de lieux associés sur l'ensemble du territoire. Et ça, on voit que cette coopération qui passe par un rapport de confiance entrepreneuriale, en fait, menée par les structures, entreprise par les structures, change complètement en fait la philosophie de travail entre nous. Et on voit aussi que c'est un mouvement de fond, puisque dans les coopérations internationales et depuis une dizaine d'années avec la mondialisation, effectivement, on peut travailler de structure à structure entre Valenciennes et Taïwan, entre le Bouddha et une autre structure d'un autre pays, et que aussi, du coup, les politiques publiques qui impulsent en fait l'ensemble de ces coopérations changent aussi de mode opératoire. C'est quelque chose avec qui on échange beaucoup, sujet sur lequel on échange beaucoup aussi avec l'Institut français, où on sent que cette coopération est de plus en plus décentralisée et prise en charge. Et pour Next, c'est vraiment cette incarnation-là qui change beaucoup sur de nouvelles circulations et un nouveau territoire qui se dessine. Merci beaucoup. Peut-être c'est le moment d'écouter l'Institut français. Nous avons entendu les différents enjeux, les enjeux locaux, régionaux, nationaux, même internationaux. Et comment un institut français soutient ce genre de collaboration? Déjà, merci pour l'invitation. C'est vrai que nous, on se situe à un endroit un peu différent de la plupart des intervenants et des intervenantes autour de la table ici. On est vraiment donc l'opérateur de l'État français pour l'action culturelle extérieure de la France. Donc, ça regroupe, on va dire, l'accompagnement des opérateurs et des artistes, des opérateurs artistiques et culturels qui sont installés en France, et des artistes des compagnies qui sont aussi installés en France, qui ne sont pas nécessairement français d'ailleurs. C'est intéressant de le préciser aussi, que la question de la nationalité est pas forcément au centre en fait des gens qu'on accompagne. Mais donc voilà, l'idée c'est quand même vraiment d'être à cet endroit d'écoute et d'accompagnement des filières artistiques installées en France en tout cas. Donc moi je travaille plus particulièrement sur le spectacle vivant et le théâtre, mais on a aussi donc du coup on a un panel
on est organisé selon par discipline artistique en fait. Donc on a des gens qui travaillent sur le cinéma, d'autres sur le livre, la langue française, etc. À l'endroit du transfrontalier, du coup, nous, comment dire, c'est pas un sujet qui est traité en tant que tel pas forcément comme une priorité stratégique, mais en tout cas, l'idée c'est qu'on soit vraiment à l'écoute justement des enjeux des différents secteurs artistiques qu'on défend et qu'on puisse recouper ces enjeux-là avec nos propres enjeux qui sont en fait globalement ceux de la possibilité de la mise en place d'une rencontre, en fait, une rencontre artistique entre des gens qui sont installés en France, qui travaillent et leur alter ego, soit artiste, soit public à l'étranger. Les enjeux de la rencontre ont pas mal évolué, je pense, ces dernières années, et la crise sanitaire a aussi du coup eu un impact non négligeable à l'endroit de cette évolution. Je parle évidemment de l'impact environnemental aussi d'un établissement comme l'Institut français qui accompagne, qui doit avoir l'empreinte carbone la plus dégueulasse de tous les instituts, de toutes les établissements publics en France. Enfin, en vrai, évidemment donc c'est une question en tout cas qui est vraiment de plus en plus prégnante au sein des équipes de l'Institut et des différents programmes qu'on coordonne. Donc peut-être que ce que je peux dire aussi du coup, c'est que ce qui nous intéresse de plus en plus en tout cas, c'est de mettre en œuvre les possibilités d'une rencontre, de temps de rencontre qui soit plus long, qui s'inscrivent dans un rapport au territoire et aux filières artistiques locales plus profond aussi. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi que je puisse être là aussi, enfin notamment dans ce que Sophie a pu dire sur le réseau, ou dans ce que Romaric a pu dire aussi également sur les projets de coopération qui sont mis en œuvre avec Taïwan. Nous, on intervient vraiment, si vous voulez, l'idée, c'est de pouvoir accompagner justement la mise en œuvre et la constitution de réseaux de coproduction, d'accompagnement qui se déclinent justement sur des modalités transfrontalières. Et là, je peux donner peut-être 2 exemples un peu précis desquels on est partenaire et desquels d'ailleurs je sais que le Bouddha est aussi partenaire de 2 réseaux, notamment un réseau qui s'appelle Be My Guest qui est porté par le festival Parallèle. Je pense qu'ils sont chefs de file du réseau. Enfin, oui, c'est remarque d'ailleurs, c'est vrai que c'est partagé. Peut-être que tu pourras en dire un mot tout à l'heure aussi. Mais voilà, le projet de ce réseau, en tout cas, c'est de pouvoir, à une échelle transfrontalière et pas que, en tout cas à l'échelle européenne, mettre en œuvre un accompagnement de projets portés par différents artistes. Et donc du coup l'idée c'est que ce réseau puisse accompagner en production, en coproduction, et pas que d'ailleurs en diffusion, en accueil, en workshop, des artistes qui partagent en tout cas des identités artistiques communes. Et peut-être pour donner un deuxième exemple un peu concret, on a été aussi partenaire d'un projet qui s'est déployé dans le cadre du programme Be Spectactive, qui est un programme porté par plusieurs partenaires européens et qui est financé dans le cadre du programme Europe Créative et qui a vocation justement à mettre en œuvre à la fois des coproductions internationales et aussi à faire intervenir les publics. En fait, c'est vraiment l'idée que les publics sont actifs en fait dans leur rôle en fait de public. Et donc nous, on a accompagné notamment un projet qui s'est déployé dans plusieurs pays, entre l'Italie, entre la Slovaquie, entre l'Espagne, et qui avait justement vocation à donner, à voir à une identité européenne en fait partagée par la plupart des partenaires, des artistes que le projet accompagnait. Voilà, je sais pas si... Ouais. Bon. Je lutte un petit peu avec le micro, oui ça va, merci beaucoup. Je passe au néerlandais. Cette collaboration culturelle s'inscrit aussi dans des projets plus larges sur le développement urbanistique. Et donc, il y a l'infrastructure, parfois l'enseignement aussi,
qui joue là-dedans et je pense que Stefan de Meulebroek a pas mal d'expérience sur ce plan-là. Est-ce que vous pouvez peut-être donner quelques exemples de ce lien entre la culture et d'autres secteurs de notre société? Et j'utiliserai quelques mots prosaïques qui sonnent mieux en français pour vous expliquer cela. Donc, premièrement, je voudrais parler de l'entrepreneuriat culturel et économique. Et dans les deux cas, la collaboration transfrontalière avec d'autres régions, avec des partenaires qui se trouvent très proches, mais aussi assez lointains, nous donne la confiance et est en fait un tremplin pour atteindre un niveau international plus élevé. C'est en fait le cœur de la collaboration transfrontalière que moi-même j'ai vécue. Et donc pour ma propre entreprise, nous sommes une PME qui sommes spécialisés dans les smart buildings. Et récemment, nous avons automatisé le Chocolate Box. C'est en fait le plus grand entrepôt de chocolat de Barry Callebaut à Lokeren. Et nous n'aurions pas pu le faire sans cette collaboration transfrontalière. En tant que PME, petite et moyenne entreprise, nous utilisons de nombreux partenaires, aussi nos partenaires du nord de la France, et ainsi nous avons fait en sorte que le constructeur VDP, donc Warehouse de Pau, et aussi pu recevoir pour ce bâtiment un prix, puisque c'est un des bâtiments les plus durables au monde. Et donc, c'est l'impact de la collaboration transfrontalière. Et donc, pourquoi est-ce que les entreprises aiment ces collaborations transfrontalières? Pour Courtrai, par exemple, on trouve très proche, à l'autre côté de la frontière, une métropole avec de très grands joueurs qui ont pourtant la même valeur. Auchan, Decathlon, ces grands joueurs sont des entreprises familiales. Ce sont des entreprises familiales, comme beaucoup d'entreprises ici à Courtrai. Donc, nous avons les mêmes valeurs. Ce sont aussi des entreprises excentriques, des entreprises de Lille qui n'ont pas besoin d'aller se comporter comme les Parisiens. Et pour les Courtraisins, cela vaut de même. Évidemment, je respecte toutes les entreprises, mais c'est ainsi que nous travaillons ici à Courtrai. Et finalement, nous découvrons donc ensemble que nous pouvons atteindre un niveau supérieur. Et ensuite, le lien avec la culture. J'ai eu la chance de pouvoir construire ces collaborations transfrontalières, mais je n'étais certainement pas celui qui l'a inventé. Donc, je dois certainement avouer que pour la culture, ici à Courtrai, Bouddha serait peut-être à l'origine de ces collaborations transfrontalières culturelles, mais ce n'est pas le cas. En 2002, Luc Delru se trouvait ici avec certaines autres personnes dans la salle pour commémorer l'événement de 13002. Et il y a eu quelques collaborations et grâce à notre bourgmestre de l'époque, Stéphane Leclerc, qui avait certains contacts à Lille, nous avons été invités par Lille 2004 pour non seulement participer, mais pour aussi créer une antenne fixe transfrontalière de la métropole de Lille, ville culturelle. Et donc, on a dû réunir plusieurs partenaires, plusieurs petites PME pour y collaborer. Et c'est ainsi que Bouddha a été créé. Et donc, nous nous sommes dit, voilà, on ne va pas juste un tout petit peu collaborer, mais on va collaborer de façon structurelle. Et c'est ainsi que les collaborations transfrontalières ont été créées. Et donc, Bouddha a créé cette société durable Next, mais il y a beaucoup d'autres plus grandes et plus petites initiatives aussi qui ont été prises. Donc,
au Pas-de-Calais, il y a une petite organisation non loin d'où vient mon ami François de Koster, où il est bourgmestre aussi. Et il y a une organisation là-bas, Coup de Vent, une petite organisation qui réunit énormément d'acteurs, d'instruments, de fanfares, et cela nous laisse une impression nostalgique, mais il y a beaucoup de potentiel culturel aussi. Et Coup de Vent organise un des concours de composition internationale les plus importants, avec une finale à Paris à chaque fois. Et le directeur du conservatoire de Courtrai sera présent. Le précurseur de la fanfare de Harelbeke sera aussi un invité d'honneur à Paris. Et c'est donc l'effet ascenseur qu'on a pu créer. Et moi-même, je fais partie de Midwarlop. C'est une artiste flamande qui a déjà parcouru tout un trajet et qui entre sur la scène internationale via un passage chez Bouddha et chez Attitude Contemporaine. La semaine passée, Meets m'a dit qu'elle était invitée pour lancer sa première de son spectacle au Festival d'Avignon. Et donc, ce sont tous des exemples du réseautage et de la collaboration. Et donc, François, j'ai appris à te connaître à Paris lors d'un concert de Philippe Herwig, exact, qui a été organisé par le prédécesseur de Gaëtan. Et donc, c'est là qu'on a tenté de collaborer avec plusieurs collaborateurs et qu'on a entamé cette coopération. Et donc, pour l'ouverture du Festival d'Avignon, on peut peut-être organiser quelque chose avec des entrepreneurs flamands pour soutenir ce spectacle. Et ce sont tous des initiatives qui ont beaucoup de potentiel. Et alors, pour donner un dernier exemple, ces derniers temps, il y a eu beaucoup de projets sur la photographie. Et donc, la ville de Courtrai a vraiment travaillé, puisqu'elle n'avait pas vraiment une réputation sur ce plan-là. Et Joseph Lievens a, entre-temps, avec plusieurs acteurs, créé une très belle expo Track and Trace. Et donc, je sais que cela a énormément de potentiel, puisque Hauts-de-France, énormément dans la photographie, et ce pourrait être la co-capitale de la photographie avec Arles en France. Donc, beaucoup de potentiel à nouveau, et ce sont plusieurs leviers que nous pouvons prévoir, je pense. Merci beaucoup pour votre point de vue sur cette interaction entre la culture et l'économie. Je voudrais juste demander quelques très courtes recommandations concernant l'expertise. Quelle expertise est selon vous nécessaire pour réussir dans une coopération transfrontalière? Très court, peut-être quelques idées basées sur vos expériences. Je crois, et je vous regarde, je crois que la règle, c'est le mariage de l'opérateur culturel avec le représentant politique, et ça me paraît être un pied très important à poser, et sans celui-ci, en tout cas, les projets sont très difficiles à faire et à monter. Ok, merci beaucoup. Voilà ma réponse. Mais d'autres idées, d'autres... Oui, je rejoins ce que vous dites. C'est vrai que, alors moi, je parle de projet de coopération dans le cadre d'un projet Interreg transfrontalier. Donc, on se plonge dans le vocabulaire européen. Je serais tentée à dire que sur des projets comme ça, à 9 partenaires, on s'est dit parfois qu'on n'était pas assez nombreux, qu'il faudrait vraiment un coordinateur pour nous aider à nous rappeler à nos obligations. Mais par contre, je pense que c'est très important pour chaque partenaire d'éprouver ce vocabulaire européen, parce qu'ensuite, on le domine et on le maîtrise, et les projets sont d'autant plus intéressants. Voilà. D'accord.
Merci beaucoup. Il y a d'autres, peut-être une expérience de Next concernant l'expertise qui est vraiment important. Non, je ne vous force pas. Je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit. Je rajouterais peut-être vraiment aussi un travail... le travail local est extrêmement important. Je pense de l'attention donnée au maillage local, aux différentes collaborations aussi qu'on peut nouer, ce qu'on racontait tout à l'heure avec les différents lieux. Et je pense que c'est toujours bien pour une coopération en même temps qu'il se développe et se fortifie en interne, de toujours avoir un dehors et de penser son dehors. Pour moi, coopérer transfrontalièrement, c'est d'abord investir pour puis cueillir. Il faut bien retenir ça. Il y a toujours un besoin d'investissement, toujours, mais puis il y a en fait le but d'avoir plus de valeur ajoutée pour moins de sources. Et de ce fait, je veux peut-être aussi donner un conseil aux dirigeants européens et locaux qui dirigent aussi les fonds européens, c'est que j'ai entendu, et bon, on entend qu'entreprise, quand on investit dans l'innovation, on reçoit, quand on a un bon projet, des moyens de la région, par exemple, pour nos chercheurs. Ouais. Ce qui m'étonne, c'est qu'en Interreg, on dit aussi qu'on aime bien aider la culture et la coopération transfrontière, mais on ne donne pas des moyens pour les artistes. Ça, c'est quelque chose, donner des moyens pour l'innovation, c'est donner des moyens pour ceux qui le réalisent, et donc aussi, je crois que pour la culture, il faut que là, c'est rectifié, et qu'il y a beaucoup de sources là, et toujours avec le but d'investir pour quelques années, et puis de dire, voilà, maintenant, cette coopération doit être, je dirais, stabilisée. Et doit être aussi, doit donner une valeur ajoutée après. Ça, c'est le but toujours. En effet, point important pour terminer, c'est-à-dire l'aspect à long terme. Donc, les personnes qui entament un tel trajet ont encore de longues années devant elles. La question de la durabilité, donc le long terme. Tous les projets ont besoin de beaucoup de temps, un investissement de temps pour pouvoir se réaliser. Donc, comment dépasser le modus de projet? Un investissement par projet est peut-être intéressant pour démarrer quelque chose, mais comment on peut faire que cette coopération devienne durable? Je pense que vous avez déjà donné des idées, des subventions européennes, par exemple. Est-ce qu'il y a d'autres suggestions concernant la durabilité des coopérations? Moi, je dirais, surtout, ce n'est pas uniquement les fonds européens. Hein. Les fonds européens doivent être un outil, mais c'est surtout structurer une gouvernance durable pour que cette coopération peut donner vraiment des fruits de tous les côtés de la frontière. Mais donc, c'est cette gouvernance qui est très importante. C'est en effet la gouvernance politique. Le projet Pyrénart, en fait, s'est construit en dehors de tout cadre politique. Donc ça lui donne beaucoup de liberté, beaucoup d'agilité, ça c'est formidable. Mais c'est vrai que ça ne lui donne pas de la durabilité. La durabilité, elle va dépendre du fait qu'on ait envie de continuer à travailler ensemble. Mais ça n'est pas, cela peut changer en fonction des changements de direction. Enfin, voilà, il peut y avoir... C'est vrai que si ça s'inscrit dans un cadre politique, en effet, ça amène de la durabilité au projet transfrontalier. Aussi, je dirais également que l'exemplarité, elle est importante. Si j'observe Next, sa durabilité, c'est le bien fondé de son projet, c'est-à-dire qu'il fonctionne, ça veut dire qu'il y a du travail, ce n'est pas des choses qui se font toutes seules, mais il y a un socle qui est très formidable, qu'on peut observer
qu'on peut observer avec envie d'ailleurs, mais est-ce qu'on peut reproduire en modèle? Pas sûr, mais je pense que la durabilité, c'est le sens de la réalité d'un projet avec des partenaires qui travaillent, un public qui circule, parce qu'on a trouvé le moyen de le faire circuler, et qui fait que ça rentre dans une pratique. Et bravo pour ça. Merci beaucoup. Il est 7 heures, donc je vais clôturer. Merci beaucoup de partager vos idées, points de vue concernant la collaboration transfrontalière. Votre expertise est très importante. Je pense que c'est aussi très important que les réseaux se rencontrent. Donc, Benoît, il a invité Pyrénar et donc la bâtie. Je suis sûr qu'il y a d'autres, mais j'imagine que cet échange d'expériences est aussi très, très important. Merci beaucoup encore une fois. On va prendre deux minutes pour changer le podium pour accueillir le ministre-président Jan Jambon et le vice-président pour la culture, M. De Koster. Welkom, minister-president Jan Jambon. Mag ik u uitnodigen om op het podium te zitten, vice-président de la culture, M. De Koster. Je peux vous inviter à vous asseoir. Ik denk het wel. De verantwoordelijken... Ja, zegt Benoît, zegt ja. Bienvenue namens het Next Festival. Ok, bienvenue au nom du Festival Next. Merci d'être présent. Nous savons que vos agendas sont très chargés. Monsieur Jambon, vous étiez encore présent ces derniers jours dans différents pays. Merci beaucoup d'avoir pris le temps dans vos agendas très chargés. Au nom du festival Next, merci beaucoup d'être venu. Grensoverschrijdende samenwerking is belangrijk, dat hebben we gehoord tijdens het panel. Belangrijk voor de ontwikkeling van de carrières van kunstenaars en kunsthuizen, ook voor de publieke belangstelling van kunst en ook voor de relatie tussen kunst en andere domeinen, voor de regionale ontwikkeling. Donc la coopération transfrontalière est très importante, comme nous l'avons entendu pendant le panel. Elle est importante pour le développement des artistes, des carrières, donc le développement des maisons de la culture, mais aussi pour les publics et pour la relation entre culture et d'autres domaines. Par exemple, pour le domaine socio-économique, éducation et de formation. Voilà, première question, ministre-président Jan Jambon. Vous avez dans votre document de vision, vous attachez beaucoup d'importance à la coopération internationale. Et vous avez décidé d'investir dans cette coopération entre Flandre et Hauts-de-France. Donc, pouvez-vous en parler brièvement pourquoi vous avez continué cette coopération? Et donc, et peut-être vous avez quelques éléments de la discussion que vous avez retenus et que peut-être vous voulez réagir à cette question. Ok, bonjour à tous et à toutes. Ce matin à 4h, j'étais encore à Édimbourg et mon dernier rendez-vous, c'était avec le French Festival. C'était pour voir si vous avez encore invité plus de compagnies flamandes à Édimbourg. Et je crois que cela nous donne des possibilités. Mais c'est loin, c'est même à l'autre côté de la Manche. Et ici, nous sommes très proches. Moi, personnellement, je viens de la Meuse, c'est tout à fait à l'autre côté du pays. Et la collaboration transfrontalière, c'était vraiment dans la nature de la région. La frontière existait sur papier, mais nous parlons la même langue. Maastricht jusqu'à
Aachen, même presque à Cologne. Jusqu'à Cologne, nous parlions la même langue. Les personnes passent par les frontières. Le centre culturel de Hasselt est souvent visité par les personnes de Maastricht et à l'inverse aussi. Donc c'est presque naturel comme ça. Et je peux m'imaginer qu'ici, à l'autre côté du pays, la langue peut être différente, mais je peux m'imaginer que la même interaction est nécessaire et que cela pourrait nous enrichir pour la collaboration. Donc, selon moi, c'est vraiment logique. C'est logique. Si nous parlons d'un échange international, que nous le faisons en première instance avec les régions limitrophes. Parce que, selon moi, c'était... j'ai oublié le nom, mais selon moi, c'était la personne qui venait de la Suisse qui disait la même chose. À savoir, il faut commencer chez les pays voisins directs, et aussi l'entrepreneur le disait, pour passer aux choses plus grandes, les plus grandes. Donc, selon moi, c'est presque naturel, c'était très logique. En 2018, c'était assez surprenant pour moi. C'était la seule collaboration internationale avec, très logiquement, la France flamande. Et ça ne s'est que passé en 2018. C'est bien que nous ayons fait ça, que nous avons prolongé ça l'année passée. Et selon moi, c'est une collaboration qui va encore continuer pendant plusieurs décennies. Encore une petite question pendant le panel. Il y a eu quelques questions que nous avons vraiment déclenchées. Est-ce que vous voulez vraiment répondre à certaines questions? Dans le monde culturel, la politique ne se mélange presque jamais, et on dit que la politique va se mélanger plus. Mais dans notre partie du monde culturel, la politique se mélange, et là on dit que la politique ne doit pas se mélanger trop. Et selon moi, vous êtes d'accord qu'il faut vraiment trouver le bon équilibre. Mais cette collaboration interculturelle, ce sont les éléments pour ce qui a été dit, qu'il faut vraiment jeter les bases pour assurer la durabilité de ces choses. Monsieur de Koster, j'ai plus ou moins la même chose, la même question pour vous. Donc vous investissez dans la coopération avec la Flandre, donc pouvez-vous expliquer pourquoi, pour quelles raisons, qu'est-ce que vous attendez de cette coopération? Et deuxième question, quels sont les sujets ou les points que vous avez retenus du panel des 6 opérateurs? Merci beaucoup. D'abord, remercier le ministre-président pour à la fois son invitation et puis sa présence. C'est une journée de plus de 24 heures, finalement. Mais finalement, pour tous les ministres-présidents et pour le ministre-président de la Flandre, c'est presque tous les jours de cette manière-là. Mais on a eu l'occasion d'évoquer le voyage en Écosse tout à l'heure. Moi, j'étais en Écosse il y a 3 semaines. Donc, on voit qu'on a des chemins qui se rencontrent et c'est fort heureux. Pour répondre à la question, je dirais peut-être une chose, une évidence, quand on s'appelle de Koster. Et jambon. Je crois que ce que vient de dire le ministre-président, j'aurais pu dire les mêmes mots. Je lui disais en aparté tout à l'heure que Xavier Bertrand m'a confirmé son souhait de pouvoir encore intensifier les relations avec la Flandre. 2018, on vient de l'évoquer, on a signé. J'étais très heureux de cette signature et très heureux du fait que les acteurs culturels se sont saisis de cette opportunité parce que, inversement, ce sont aussi les politiques qui se sont saisis de l'opportunité de ce que les acteurs culturels avaient lancé préalablement depuis des années. Nous avons essayé de structurer, de donner de la lisibilité, de donner des budgets pérennes pour pouvoir faire les choses. Mais nous sommes en 2021 et moi, je voulais, pour répondre à votre question, dire que la signature de 2018, qui était déjà une évidence, elle sera encore plus nécessaire aujourd'hui. Aujourd'hui, parce que nous avons traversé cette crise sanitaire qui a créé quelque chose que je ne pensais plus revoir un jour, c'est la fermeture des frontières. La fermeture des frontières quand on habite à quelques
kilomètres, comme c'est le cas dans la ville de Saint-Omer, dont je suis le bourgmestre. Je ne pensais pas voir cela un jour, la fermeture des frontières. Et je crois que nous avons quelque part à nous saisir de tous les outils à notre disposition pour bien recoudre ces frontières. Ça veut dire saisir ces coopérations bilatérales. Je crois qu'on est là tous les deux pour montrer notre attachement. Coopération qui s'inscrit aussi plus largement. Je salue le directeur régional des affaires culturelles, qui est le représentant de l'État français, cher Hilaire. Merci aussi d'avoir fait le chemin de Courtrai. Dans le programme Interreg, et j'ai bien entendu des interpellations au sein du panel pour qu'on puisse bien tenir compte de la culture, de l'éligibilité de la dépense artistique dans les programmes Interreg. On a eu l'occasion d'en parler tout à l'heure. Et puis, d'une Europe qui doit aussi entendre la nécessité d'accompagner davantage, au travers de l'Europe créative, la culture. Donc, on a fait un grand chemin déjà ensemble, ça vient d'être redit, mais je pense que ce chemin, il faut qu'on tienne bon et qu'on fasse en sorte qu'on s'assure que dans les 3 années qui viennent, on puisse redonner de la robustesse à ce qui a pu être fragilisé ces derniers mois. Tout cela aussi parce que cela a été dit sur les frontières franco-espagnoles, franco-suisses, où Romaric l'a exprimé ainsi, en disant qu'il y a un effet d'entraînement. Dans cette salle, il n'y a que des pionniers finalement, des avant-gardes, des gens qui y croient beaucoup. Mais on a besoin tous ensemble de conserver ce même enthousiasme et cette volonté d'aller de l'avant, même si on a pu buter contre un virus, qu'on est encore avec nos masques, parce qu'on est, grâce à cet enthousiasme-là, en capacité d'entraîner bien au-delà. Dank u wel, merci beaucoup. Jullie hebben de eerste projectoproepen geëvalueerd. Vous avez évalué le premier groupe de projets et cette évaluation, nous avons également participé à cela et nous avons constaté dans cette évaluation qu'on peut collaborer seulement lorsque nous nous connaissons. Les appels aux projets précédents et donc vous avez constaté qu'il faut vraiment peut-être investir dans la mise en réseau. Donc la prise de connaissance de l'un et l'autre pour pouvoir après développer des projets of proposer des projets. Dus kunnen jullie misschien even toelichten waarom dat je dan die tussenstap genomen hebt en wat dan het resultaat is van deze oproep. Hè? Dat is mise en réseau, dus de netwerkoproep. En daarna zullen we dan nog eens even praten over de volgende oproepen die nog in de pijplijn zitten, die gaan komen. Donc peut-être vous pouvez d'abord expliquer pourquoi cet appel au projet, pas appel au projet, un appel mise au réseau, et peut-être annoncer les projets ou les propositions retenues. Dus misschien ook even kort. Alors peut-être, je vais rappeler l'objectif global, et puis le ministre-président, parce qu'on est chez lui ici, va nous annoncer les résultats. Nous avons voulu faire en sorte qu'il puisse y avoir trois volets dans notre appel à projet. Bien sûr, faire en sorte qu'il y ait une action culturelle, une action de programmation qui puisse être portée par des acteurs culturels ensemble. Nous avons voulu qu'il y ait une attention particulière sur l'émergence, parce que nous pensons que la capacité à pouvoir travailler de manière transfrontalière, c'est un premier pas aussi dans la construction de la dimension internationale d'un parcours. Et puis, parce que nous tenons véritablement à ce que cette mise en réseau s'inscrive dans la durée. On a parlé tout à l'heure de la question de la durabilité. Bien, l'aspect de pérennisation nous a semblé très important et c'est l'objet de l'appel à projet récent pour lequel la plateforme s'est réunie il y a quelques jours à peine. Ok, donc globalement, il y a 3 enveloppes. 3 enveloppes
3 résultats, mais maintenant je vais utiliser le papier pour regarder les résultats. Donc 3 projets qui sont lauréats et dans l'appel de projet de réseautage, c'est l'art dans l'espace public, une collaboration entre la Triennale de Bruges et Franco Large. Cela se situe surtout dans les arts plastiques et là l'objectif de la collaboration c'est d'avoir une collaboration et une collaboration transfrontalière, un réseau transfrontalier dans les images dans les arts plastiques. En deuxième lieu, Op de Tast, c'est un projet commun en Flandre, public visité et de côté français, 50 degrés nord. Ce sont également des organisations de mise en réseau avec un arrière-fond très grand, surtout pour public chessé, pour 50 degrés nord aussi, ça j'assume. Ils veulent lancer un projet de collaboration sur l'indication de culture et surtout pour les personnes pour lesquelles le seuil vers la culture est trop élevé. Il y a un obstacle trop grand. Et l'idée, c'est d'avoir un toolbox sur l'éducation de culture. Le troisième projet, c'est It's a Match. Et ici, dans la maison, ce sera très connu parce que c'est un projet de Next qui a organisé cet événement-ci. Donc, c'est une complétion du programme de festival de Next. Et cela regarde surtout les jeunes créateurs des arts, des spectacles. Donc, 3 fois réseau, Kunst in de Publiekruimte, It's a Match. Proficiat aan de jury. We kennen de meeste projecten, dat klinkt heel veelbelovend. Dank u wel. Merci beaucoup. Félicitations pour le jury. Des projets vraiment, ça paraît très intéressant. Peut-être un dernier mot sur le nouveau appel au projet pour 2022. Est-ce que vous avez déjà quelque chose qui peut être annoncé? Dus hebben jullie al een mogelijke pistes voor de volgende oproep van 2022? Kun je daar iets over toelichten? Vous pouvez donner des explications à ce sujet. Je crois qu'il faudra faire l'évaluation de cet exercice-ci et il faudra regarder si nous pouvons apprendre quelque chose de l'exercice. Mais selon moi, il faudra vérifier parce que pendant la crise du coronavirus, nous avons été confrontés, nous avons dû faire face à des problèmes culturels dans le secteur culturel et des événements. Et dans les instruments flamands, nous avons vu que nous misons beaucoup sur l'économie. Et d'une certaine manière, nous ne regardions pas la culture, mais bien que ça fasse également partie de l'économie. Vlaio, Luc a également participé à cela. C'était un instrumentaire de Vlaio qui s'occupait toujours des entreprises, mais également de l'innovation, du développement. Et avec ces instruments, nous les avons modifiés à la culture, aux organisations culturelles qui sont innovatives, mais on est presque toujours innovatif dans le secteur culturel. Donc, ces organisations peuvent également utiliser ces instruments et au niveau européen, il faut avoir les mêmes idées et cela devra être notre... Hartelijk dank. Merci beaucoup pour vos témoignages. Namens het Next Festival en namens ook het publiek, dank je van hartelijk omdat jullie hier persoonlijk aanwezig konden zijn om de samenwerking te ondersteunen en eigenlijk om de projecten bekend te maken. Donc au nom du festival Next et le public, nous vous remercions beaucoup pour cette explication et pour le cœur chaleureux que vous donnez à cette coopération. Merci beaucoup.